Bonjour à tous, je suis Christelle Gary de l'Institut de la parentalité et je vous retrouve pour 30 minutes, une nouvelle pause par an sur une question de parentalité avec notre experte Alice Gioberti qui est infirmière puéricultrice à l'Institut de la parentalité de Paris-Sénart. Bonjour Alice. Bonjour Christelle. Donc aujourd'hui, on va parler de la rentrée des classes chez les tout petits et on va parler, si tu veux bien, de l'apprentissage de la propreté. Alors, je fais exprès de te provoquer un petit peu. Dis-moi en quoi c'est une vraie provocation pour toi. Alors, pourquoi c'est une provocation? Parce que bien qu'on entende souvent cette formulation, l'apprentissage de la propreté, en réalité, pour l'enfant, il ne s'agit pas du tout d'un apprentissage, mais bien d'une acquisition qui est naturelle, qui est innée, une acquisition psychomotrice, hein, au même Mhm. titre que marcher, au même titre que s'asseoir, etc. Donc, l'enfant n'est pas dans un processus d'apprentissage. Et d'autre part, cette notion de propreté, euh, eh bien, elle n'est pas tout à fait appropriée dans la mesure où l'enfant, quand il émet ses besoins, hein, les selles ou les urines, en fait, il ne se vide pas comme ça, il n'est pas sale. Ce Mhm. n'est pas quelque chose pour lui de négatif, puisqu'il considère même que finalement, c'est une partie intégrante de lui-même qui va devoir maîtriser et qui va devoir lâcher quand il sera prêt à le faire. D'accord, donc si j'entends bien, ça fait partie de son développement et donc il y a une espèce de maturation par rapport Oui, à tout à cette fait, hein. notion-là. C'est vraiment une question de maturation, hein. On distingue trois niveaux de maturation d'ailleurs. La première, la maturation qui est dite physiologique, Mhm. neurologique, c'est lorsque l'enfant eh bien, va être en capacité de maîtriser le sphincter, donc que ce soit le sphincter vésical ou anal. Et donc, ce sont les nerfs moteurs qui vont jouer à ce moment-là, mais également les nerfs sensitifs, hein, pouvoir ressentir la sensation interne, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et donc cette maturation, ça va être dans un premier temps ressentir, hein, pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, puis analyser ce qui va ce qui se passe dans son corps, et enfin mettre les actions en œuvre. Et donc là, pour ce processus-là, on parle de maturation intellectuelle ou sociale. Qu'est-ce qu'on attend finalement de l'enfant pour pouvoir éliminer? Et donc, les attentes, hein, c'est de pouvoir aller dans un lieu, de pouvoir éliminer ses besoins dans les toilettes, dans un pot, et toutes les actions à mettre en œuvre, hein. La maîtrise ne passe pas que par le fait de lâcher ou de retenir, mais c'est aussi mettre toutes les actions en œuvre. Donc, aller jusqu'aux toilettes, baisser le pantalon, baisser la couche, pouvoir s'installer, pouvoir ensuite s'essuyer, remonter ses vêtements, etc., etc. Tout ça fait partie de la maturation intellectuelle ou dite sociale. Et D'accord. puis le troisième niveau, hein, c'est ce qu'on appelle la maturation affective, c'est pouvoir finalement, j'ai presque même envie de parler du deuil, de ce qui symbolise le bébé, hein, dans cette relation de maternage, le fait de pouvoir Mhm. être en interaction dans la relation avec le parent qui change la couche, et puis tout ce qui peut symboliser finalement cette période du bébé, donc la table allongée, cette relation entre guillemets de corps à corps, le body est un C'est grand vrai. symbole du bébé, hein. Donc c'est pouvoir accepter finalement de grandir. Et ça, c'est important de respecter le rythme de l'enfant et qu'il soit prêt à ça. Mais dans cette maturation affective, il n'est pas tout seul, puisque le parent aussi a un travail à faire pour qu'il soit aussi prêt à voir grandir son enfant. Alors, ces étapes, elles ne se font pas du jour au lendemain. C'est vrai qu'on constate souvent que les enfants ont cette acquisition de la continence le jour, mais pas forcément la nuit. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça?
C'est tout simplement une question de maturation, hein, D'accord. je peux dire neurologique, hein, pouvoir se retenir, contracter et mettre en œuvre ces sphincters. Dans un premier temps, le faire de manière consciente, c'est la première étape. Et puis ensuite, le faire alors que l'enfant dort. Et Mm. qui dort sur des phases de sommeil qui peuvent être très lourdes. Donc ça prend un peu plus de temps et c'est normal. Cela dit, c'est assez variable d'un enfant à un autre, malgré Mm. tout, hein. Même si généralement l'acquisition se fait d'abord la journée et sur Mm. un temps plus lointain, l'acquisition nocturne, il arrive que parfois les deux se mettent en œuvre de manière simultanée. Donc chaque D'accord. enfant est différent. Oui, c'est vrai qu'on ne le répétera jamais assez, en fait, hein. Effectivement, chaque enfant va à son rythme. Comment, nous, en tant que parents, on peut accompagner l'enfant en restant calme, bienveillant, l'encourageant? Euh, je sais que certains auraient tendance à dire bravo, c'est incroyable. Enfin, quelle est l'attitude que je dois avoir en tant que parent? Alors, la première des choses, c'est de pouvoir observer son enfant. Mm. Est-ce qu'il est dans ce processus, hein, déjà d'un point de vue de la maturation neurologique? Bien souvent, hein, eh bien, quand on observe notre enfant, enfin, l'enfant qui commence à avoir certaines acquisitions psychomotrices, donc le fait de pouvoir monter les escaliers, s'accroupir, lorsqu'il a acquis l'appréhension fine, hein, donc la Mm. pince fine, hein, le pouce et l'index, enfin, quand au niveau neurologique, tout ça s'est mis en place, eh bien, on peut imaginer que les sphincters au niveau moteur, eux aussi sont fonctionnels. Voilà. Donc ça, la première chose, c'est de pouvoir voir un petit peu où il en est au niveau psychomoteur, hein. La deuxième chose, c'est de pouvoir voir où il en est dans ce qu'il comprend dans son corps. On peut observer parfois des enfants qui se fichent, qui s'arrêtent, comme s'ils regardaient un peu à l'intérieur d'eux-mêmes. Et Mm. puis, on voit qu'ils comprennent des choses et qu'ils ressentent des sensations internes. Et à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre des mots. Ah, tu es en train de faire pipi ou tu es en train de faire caca. C'est permettre à l'enfant aussi de pouvoir identifier et mettre à son tour des mots quand il sera prêt et quand il pourra associer ce qu'il a ressenti aux mots qui correspondent, tout simplement, hein. Et donc, effectivement, arrive le moment où les enfants commencent à dire pipi ou caca. Euh, Ça va être tout un jeu de coordination finalement, hein. Et souvent, on s'aperçoit qu'ils le disent alors que c'est déjà dans la couche, mais il est déjà dans la maîtrise, hein. Lorsque les enfants, par exemple, vont se cacher pour aller faire leurs besoins derrière un rideau, derrière le canapé, déjà l'enfant est dans la maîtrise, hein. Donc ça, c'est des facteurs à identifier qui sont toujours intéressants dans l'accompagnement. Et le rôle du parent sera d'accompagner et donc de proposer. Proposer dans la mesure où l'enfant sera libre à son rythme d'accepter, de se sentir prêt à explorer cette nouvelle manière finalement d'éliminer. Et Mais est-ce que donc, ça veut dire que on laisse par exemple le pot à disposition euh, dans la salle à manger, dans la cuisine, la porte ouverte des toilettes? Qu'est-ce que tu nous conseilles en fait? alors déjà, ça peut être le pot comme ça peut être les toilettes. Euh, Mhm. je le détaillerai un petit peu après, mais effectivement, finalement, c'est important de laisser le choix à l'enfant, de laisser les deux possibilités. Il y a des enfants qui vont préférer aller sur les toilettes parce qu'ils vont voir la fratrie, parfois même les parents, hein, ça c'est propre à chacun. Et donc, ce facteur d'imitation peut être motivant et stimulant pour l'enfant. Et puis d'autres fois, l'enfant préférera le pot parce que plus stable, hein, et parce que c'est un objet qu'il peut explorer. Donc le prendre dans ses mains, mettre des choses dessus. Donc cette phase d'exploration, elle est importante, hein. Donc lorsque le pot est proposé, déjà ça peut être intéressant d'aller l'acheter avec l'enfant, si c'est le cas, Mhm. hein, Mhm. ou lorsque vous sortez du placard, de pouvoir lui expliquer, mettre des mots très simples, hein, autour de ça, et de lui expliquer que le pot, c'est quand il aura besoin de faire pipi ou caca et qu'il pourra venir s'asseoir dessus s'il en ressent le besoin. Et c'est important qu'il puisse y avoir des repères.
à savoir que si c'est le pot, hein, qu'il soit toujours au même endroit. Donc ça peut être les toilettes, comme ça peut être la salle de bain. Parce que la maturation intellectuelle, hein, c'est bien à l'enfant de mettre en œuvre des actions. Ce n'est pas au pot de venir à l'enfant, mais c'est à l'enfant d'aller au pot. Hein. Et c'est ce qui se passera de toute manière lorsqu'il ira à l'école. Hein. Lorsqu'il ira à l'école, ce n'est pas les toilettes qui vont venir à lui, mais il devra s'arrêter de jouer, pouvoir mettre toutes les actions en œuvre pour éliminer dans des conditions qui seront plus adaptées pour lui. D'accord, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc j'entends cette disponibilité, le fait que l'enfant aille toujours, enfin, sache exactement où se trouvent les toilettes ou le pot et que ce soit lui qui soit acteur. Tout à fait. Oui, ça vraiment c'est important qu'il puisse être acteur, hein, de cette envie de grandir. Et donc, dans l'accompagnement du parent, ce qui est important, c'est de lui proposer. Alors, lui proposer, ça ne veut pas dire non plus lui proposer tous les quarts d'heure, hein, parce qu'à ce moment-là, on ne lui laisse pas cette occasion de ressentir, analyser et mettre en œuvre les actions. Hein. Mais ça peut être de lui proposer sur des moments clés, donc avant une sortie, avant un repas, avant d'aller à la sieste, au lever de sieste, et de dire à l'enfant, hein, qu'il a la possibilité d'y aller s'il le souhaite. C'est important que l'enfant ne se sente pas dans l'obligation de demander la permission aux parents d'y aller. Si ça le rassure, hein, effectivement, bah, c'est important que le parent puisse accompagner son enfant jusqu'aux toilettes, hein, parce que ça peut être un facteur de réassurance, le fait que le parent soit là, mais il y a des enfants qui peuvent aussi très bien décider d'y aller eux-mêmes aux toilettes. Et donc, c'est important que toutes les conditions soient requises pour qu'ils soient autonomes. Si le choix se porte sur l'utilisation des toilettes, à ce moment-là, ça voudra dire avoir un réhausseur à disposition, donc soit déjà installé, soit que l'enfant puisse s'installer de lui-même en toute sécurité. Ça veut dire un réducteur de toilette. Oui, un réducteur de toilette, j'ai dit confort, excusez-moi. Donc le réhausseur, c'est pour pouvoir avoir les pieds qui touchent le sol finalement, d'une part, et d'autre part, il faut que ce réhausseur soit suffisamment haut pour qu'il ait les genoux au moins au niveau des hanches, voire au-dessus, ce qui permet vraiment une posture physiologique, une bascule du bassin qui va permettre une libération et un relâchement des sphincters beaucoup plus élevé. D'accord. Alors, là, on est dans l'été. Est-ce qu'on profite de cette période pour laisser notre enfant sans couche, sans culotte, et puis finalement, il est tout nu, et donc il va sentir quand il a besoin d'aller aux toilettes? Alors, tout à l'heure, on avait évoqué cette maturation intellectuelle. Et donc, si l'enfant est tout nu, sans rien, il ne pourra pas mettre en œuvre eh bien, toutes ces actions nécessaires pour qu'il puisse rester au sexe. C'est-à-dire, je m'arrête de jouer, je vais me diriger vers l'endroit dédié pour éliminer. Je vais baisser mon pantalon, ma couche ou ma culotte, par exemple, voilà, et m'installer, etc., etc. Me retenir aussi. Là, finalement, ça crée une situation un petit peu fictive qui ne va pas permettre à l'enfant de coordonner toutes ces actions, tous ces gestes. Donc, pourquoi pas profiter du jardin et à ce moment-là, plutôt envisager des tenues faciles à enlever, et choisir avec, déjà proposer à l'enfant, est-ce que tu as envie, tu préfères faire pipi dans le jardin ou rentrer à la maison, là. Et si il est tout à fait intéressé pour faire le pipi dans le jardin, à ce moment-là, pouvoir choisir un endroit dédié où il puisse être dans son intimité et qu'il puisse mettre en œuvre les actions. C'est-à-dire qu'au moment où il ressent les sensations, j'ai envie de faire pipi, eh bien, je vais dans le petit coin dédié, je remonte la petite robe ou je baisse le short, etc., etc. Et donc là, on lui permet d'aller jusqu'au bout du processus. Alors que finalement, s'il n'a rien, effectivement, il ne sera pas souillé, mais toutes les actions à mettre en œuvre, il n'aura pas eu l'occasion d'expérimenter toute cette coordination.
D'accord, donc je retiens ça. Donc il y a vraiment, voilà, il faut qu'il fasse son expérience et il faut qu'il mette en œuvre toute cette coordination. Et du coup, certaines fois, on aurait envie que l'enfant reste assis sur le pot et lui proposer des jeux, une histoire. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faut qu'on fasse ça? Est-ce que pendant qu'il est sur le pot, on est avec lui? Ou est-ce que simplement on se met un petit peu plus loin et on est en observateur bienveillant, on reste en alerte au cas où s'il a besoin de nous? Alors, ce qui est important, c'est que l'enfant puisse s'y installer seul, donc aussi bien sur le Mhm. pot que sur les toilettes, et que s'il souhaite éventuellement prendre, alors parfois par imitation encore une fois, hein, prendre un petit livre ou quelque chose comme ça, et que pour lui c'est un moment agréable d'exploration, un moment de détente, pourquoi pas. Maintenant, l'idée, c'est pas de lui imposer un temps assis sur les toilettes jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de produit. Voilà. Lorsque l'enfant s'assoit sur les toilettes ou sur le pot et que finalement il n'y a rien, hein, il n'y a rien produit, en fait, il n'a pas rien produit en termes d'expérience. Il a produit une expérience, il a exploré. Et donc, c'est important de pouvoir ne pas attendre de résultats dans le pot. Voilà. D'accord. Lorsque l'enfant fait ses besoins, il le fait uniquement pour lui, uniquement pour son propre plaisir. Voilà. Comme il le ferait pour tous les autres besoins physiologiques. Respirer, manger, se déplacer. Lorsque l'enfant fait euh, voilà, fait tout ça, il ne le fait que pour son propre plaisir et pour répondre à ses besoins à lui et non aux besoins qui seraient celui de l'adulte par hasard. D'accord, donc pas de feu d'artifice, pas de haie d'honneur, pas de hurrah, mon Dieu, comme c'est magnifique. Pas Alors, on besoin peut de faire tout valoriser. ça. Oui, 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 effectivement, hein. C'est important d'ailleurs de valoriser l'enfant, hein, de pouvoir renforcer l'estime de lui-même. On peut lui dire, bah, dis donc, tu peux être fier de toi, hein. La satisfaction, il est important qu'il puisse la ressentir pour lui-même, hein. Mais effectivement, il est important également de modérer les encouragements au risque que ça devienne finalement un peu un enjeu relationnel. Ah, tiens, quand je Hmm. fais dans le pot, et papa ou maman est hyper super content. Ouais. Et à contrario, quand je fais rien, oh là là, ils sont vraiment, vraiment très fâchés. Voilà. Hmm. Et donc, c'est important que l'enfant comprenne que c'est uniquement pour son propre plaisir, pour sa propre satisfaction, que ce processus va se mettre en place. D'accord, bon, très bien. Ça au moins c'est dit. J'avais une question parce que tu parlais tout à l'heure, à la fois tu as parlé de la possibilité d'utiliser le pot ou d'utiliser les toilettes à partir du moment où tu as un réducteur de toilettes. Euh, Comment faire ce choix? Est-ce que le réducteur de toilette, malgré tout, c'est pas un petit peu dangereux pour l'enfant? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il va faire ce choix d'aller sur le réducteur? Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Alors, généralement, hein, lorsque cet accompagnement démarre, l'enfant a à peu près entre 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Mhm. Euh, le réducteur, hein, il n'y a rien de dangereux sur le réducteur. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ou moins stables. C'est important par rapport au type de toilette que l'on a, de bien choisir un réducteur qui soit stable pour que l'enfant puisse se maintenir, hein. De toute manière, l'enfant a besoin de mettre ses mains. Il a besoin de mettre ses mains. Donc, ce qui est important, c'est surtout la stabilité du réducteur. Hmm. Voilà. Qu'il ne perde pas équilibre, qu'il n'ait pas la sensation ou la crainte de chuter à l'intérieur. Ça peut être une crainte, hein. Et donc, pour ça, il est important aussi qu'il puisse avoir ses pieds bien posés. Voilà. De toute manière, hein, c'est et un sentiment de sécurité et un sentiment de confort, hein. C'est un moment où l'enfant doit se sentir confortable et aussi bien en sécurité, j'ai envie de dire physique, pas avoir peur de tomber, que en sécurité psychique, maman ou, pas là, ou papa ou l'adulte qui nous prend en charge est pas loin et tout va bien, c'est OK. Hmm. D'accord. Bon, très bien. Euh, combien de temps pour une maîtrise totale? Encore une fois, c'est très, très, très variable d'un enfant à un autre. Il y a des enfants qui vont mettre plusieurs mois.
et puis d'autres qui vont prendre leur temps et du jour au lendemain, cette acquisition se met en place, de jour comme de nuit. Donc, c'est important, c'est vrai qu'on dit beaucoup, hein, mais c'est vraiment un facteur qui est très important de faire confiance à l'enfant, qu'il puisse faire cette exploration à son propre rythme, à lui. Voilà. C'est vrai qu'il y a souvent cette pression de l'école, Tout à fait. un peu moins maintenant quand même, du fait du changement de la réglementation et que, en fait, c'est plus tellement une attente, hein, donc Alors il y a peut-être que tu malgré peux tout. nous en dire 2 mots par rapport à cette réglementation? Alors, l'école étant obligatoire à partir de 3 ans, eh bien, il a été dit assez clairement qu'il y avait une certaine souplesse par rapport à cette acquisition, hein, et donc il n'y a plus cette obligation, l'enfant n'est plus tenu d'être, d'avoir acquis la maîtrise à la rentrée scolaire. Dans tous les cas, moi j'ai même envie de dire que parfois la maîtrise, bah, ça se passe très bien à la maison, Mhm. et lorsqu'une situation autre se présente, une situation où l'enfant peut se sentir en insécurité, et c'est le cas notamment potentiellement de l'arrivée à l'école, puisque Mhm. l'arrivée à l'école, c'est quand même beaucoup de changements en termes de repères, une nouvelle personne qu'il ne connaît pas, ou très peu, une nouvelle organisation, des nouveaux lieux, hein. Et donc, tous ces changements de repères, eh bien, peuvent entraîner, hein, une petite régression, hein, ou peuvent nécessiter un temps pour que l'enfant puisse s'adapter à tous ces nouveaux repères. Voilà. Donc là, pas d'inquiétude, hein. Il y a tellement de choses à acquérir, à repérer, à comprendre, à analyser. Il se passe tellement de choses dans la tête de l'enfant dans ces périodes-là que finalement, il a aussi droit bah, de lâcher un peu à ce niveau-là, hein. Donc, les régressions, tant qu'elles ne durent pas, bah, en fait, il n'y a pas de problème. C'est important de faire confiance à l'enfant, de dédramatiser lorsque notamment il y a un petit incident, hein, Mhm. de prévoir du change, suffisamment de change, de ne pas gronder l'enfant. De toute manière, si incident il y a, eh bien, c'est pas fait exprès. Déjà, d'une part, l'enfant peut se sentir mal à l'aise, il peut se sentir un peu mal de ne pas répondre aux attentes ou de ne pas satisfaire l'adulte. Et donc là, c'est important de pouvoir dire à l'enfant, bah, voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, qu'il va y arriver et que ça arrive à tout le monde et qu'il va pouvoir se remettre au sec et que les choses vont bien se dérouler. Il faut du temps, hein. Oui. La rentrée scolaire, c'est encore une étape complémentaire par rapport notamment à ce processus de la maîtrise des sphincters. Alors, justement, tu parles de la nécessité d'avoir du temps, mais certains enfants vont faire leur rentrée en septembre alors qu'ils n'auront pas 3 ans. Je pense aux enfants qui sont nés novembre, décembre, ces enfants de fin d'année, qui auront tout juste 2 ans et demi, voire un petit peu plus. Et tu disais que l'apprentissage, ça se faisait autour de 2 ans, 2 ans et demi, enfin tranquillement. Donc eux, il leur reste finalement peu de temps pour cette acquisition. Alors, les 2 ans et demi, 3 ans et demi, c'est une moyenne, hein. Il Oui. faut oublier qu'il y a des enfants qui sont tout à fait prêts à 2 ans, par exemple. Et ce qui Mm. est important, c'est d'aller au rythme de l'enfant. Parfois, les enfants surprennent et demandent d'aller aux toilettes ou demandent à enlever les couches alors que les parents ne sont Oui. pas du tout prêts. Mais ce n'est pas ce qui est écrit, ce n'est pas ce qui a été dit. Et en fait, c'est important de leur faire confiance, hein. Et il y a un facteur très important aussi, notamment par rapport à l'arrivée de l'école, c'est le phénomène de groupe et le phénomène d'imitation. Voilà. Et donc, effectivement, à l'arrivée à l'école, les temps pour aller faire pipi, ce seront des temps communs, hein, où tous les Mm. enfants, on proposera à tous les enfants de passer par les toilettes. Et donc, il y a vraiment ce facteur imitation, effet de groupe, qui a un impact très fort chez l'enfant. Et à 2 ans et demi, c'est tout à fait, ils sont tout à fait dans cette démarche d'imitation. Et donc, il n'y a pas plus de difficultés chez les enfants de 2 ans et demi que chez les enfants un peu plus grands. D'accord. Et puis en plus, ils ont du matériel qui est adapté. Ils ont des Tout à fait. toilettes qui sont de taille réduite. Donc c'est...
Tout à fait. Les adultes accompagnent, ils ne sont pas tout seuls. On ne demande pas à l'enfant une maîtrise totale. Il peut ne pas encore savoir s'essuyer. Ça va s'apprendre aussi avec le temps, hein, et avec l'accompagnement des professionnels, avec les mots qui seront posés autour de cette situation-là, et puis des expériences qui vont se répéter aussi. Et alors, comment moi, en tant que parent, je peux réagir et je peux accompagner au mieux mon enfant si face à son caca, par exemple, il a une posture de dégoût ou au contraire qu'il a envie de le toucher, quelle réponse je peux apporter? Alors, bien souvent, ce n'est pas tant une posture ou une réaction de dégoût qu'ils peuvent avoir. Encore une fois, le caca à cet âge-là, ce n'est pas du tout quelque chose comme sale. Ils ne sont pas gênés, hein, d'ailleurs, par ce caca la plupart du temps. S'ils sont gênés, c'est parce qu'au niveau cutané, au niveau de la peau, c'est désagréable, hein. Mais sinon, c'est plutôt confortable, c'est chaud, c'est mou, c'est agréable. Bien souvent, ils ne sont pas gênés par ce caca. Et donc, j'ai perdu le fil. En fait, je disais si, je pensais qu'il pouvait avoir une posture de dégoût et tu me disais non, pas du tout. Moi, je te demandais en fait quelle réaction avoir. Donc, je disais effectivement, c'est pas tant une posture de dégoût, mais ils peuvent ne pas comprendre, hein. Au début, ils sont en train de construire le puzzle de leur corps, finalement. Ils sont en train de construire ce schéma. Et lorsque le premier caca, d'ailleurs parfois par hasard dans le bain, découvre ça, ils ne comprennent pas tout de suite, hein. Et donc, l'enfant fait cette expérience de comprendre que son corps est un contenant qui va évacuer un contenu. Et lorsqu'il évacue, il continue à être entier. Voilà. Donc, on parle souvent du choc du premier caca, hein, et donc ce choc du premier caca peut faire que les fois suivantes, il refuse d'y aller. C'est pas grave, hein, c'est vraiment important de continuer à proposer sans jamais imposer à l'enfant. C'est important de ne pas lui imposer pour qu'il puisse explorer et comprendre. Et cette exploration peut aussi être la manière dont vous allez l'accompagner, donc lui montrer, hein, ce qu'il y a dans la couche, mettre des mots dessus. Tu vois, c'est ton caca. Voilà, tu l'as fait dans la couche, mais tu ne vas plus en avoir besoin. Et donc, on peut mettre la couche à la poubelle ou mettre le caca dans les toilettes, tirer la chasse d'eau. Donc, toute cette démarche d'accompagnement de l'élimination, hein, de cette matière dont il n'aura plus besoin, la mise en mots de toute cette phase-là, eh bien, c'est extrêmement important. Ça, c'est une première chose. Cette exploration aussi du dedans, du dehors, finalement, c'est ça qu'il expérimente, hein. Le dedans, le dehors, le fait qu'il soit un contenant avec un contenu qui va évacuer, c'est de l'ordre de ce qui est du moi et du non-moi, de ce que je peux éliminer, retenir, et de ce que je peux lâcher, hein. Donc, tout ça, c'est de l'exploration. Et effectivement, il y a certains jeux qui sont intéressants dans cette exploration, comme tous les jeux de transvasement. Voilà. Lorsque l'enfant va transvaser, d'ailleurs, quand on ne propose pas des jeux spontanément de jeux de transvasement avec des liquides ou avec du sable ou autre, les enfants transvasent, hein. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des contenants, hein, un petit panier, un seau, ils vont vider, ils vont remplir, ils vont le revider, ils prennent les sacs, enfin, tout ce qu'ils trouvent, tout ce qui peut ressembler à un contenant. À cet âge-là, les enfants adorent remplir, vider, déplacer, et ils passent leur temps à ça. Donc, c'est important de pouvoir, en tout cas important, je ne sais pas, mais intéressant de pouvoir leur proposer des jeux de transvasement, aussi bien avec des liquides, hein, donc jeux d'eau, voilà, qu'avec une matière solide. Sable, oui. Exactement, sable, ou tout simplement proposer des contenants, des seaux, des bassines, des sacs, et leur permettre de déplacer, de remplir, de vider. Ils adorent ça à cet âge-là, et c'est bien parce que ça leur permet d'explorer ce processus-là aussi. Ce qui est intéressant au niveau des jeux, c'est aussi leur permettre de symboliser. Et donc, les jeux symboliques, la poupée avec le pot, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Ça permet de faire vivre à l'enfant, à la poupée, pardon, ce que vit l'enfant. Hein, c'est tout l'intérêt des jeux symboliques. Donc, avoir un petit pot pour la poupée, Son poupon, et puis laisser l'enfant mettre. Alors, ça,
Alors même prendre sa poupée que l'enfant va mettre sur son pot, hein, pourquoi pas, hein. Avant d'avoir cette, comment dirais-je, avant que le pot ait l'utilité que l'on attendrait, l'enfant va l'explorer dans toutes ses dimensions. Et donc ça, il faut pouvoir lui permettre, qu'il puisse le prendre, le retourner, le mettre à l'envers, le faire baisser, le mettre sur la tête. Si on parle de cette notion d'affordance, eh bien chaque objet appelle à une fonction, mais qui n'est pas celle déterminée par l'adulte. Et donc l'enfant va explorer vraiment dans toutes les dimensions l'objet. Donc c'est important. Alors on peut y mettre des limites aussi, hein. C'est-à-dire qu'on fait pas, ça ne veut pas dire qu'on le laisse faire tout et n'importe quoi, mais c'est important de lui permettre de manipuler l'objet. Donc, que ce soit avec la poupée, que ce soit avec son vrai pot, que ce soit tirer la chasse d'eau. On voit nombre d'enfants qui tirent la chasse d'eau Oui. alors qu'il n'y a rien à l'intérieur, mais ils en ont besoin. Voilà, ça leur permet de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces toilettes. Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qui se passe quand ils mettent un peu de papier toilette? Donc, toute cette expérimentation, hein, c'est aussi, ça va aussi dans la maturation intellectuelle. Et alors, qu'est-ce qui se passe si malgré tous nos efforts, l'enfant réclame au moment de faire caca sa couche pour faire caca dedans? Pas de panique. C'est vraiment important de lui faire confiance. C'est qu'il n'est pas prêt, tout simplement. Et lorsqu'il demande la couche pour faire caca dedans, eh ben, en fait, il est dans la maîtrise. Donc, c'est juste qu'il n'est pas prêt de faire dans le pot et ça va venir. Donc, c'est important de lui permettre de remettre cette couche. Peut-être que cette couche le sécurise dans un premier temps et continue de lui proposer sans jamais lui imposer. Mais à un moment donné, ça se mettra en place. Voilà. Mais il n'y a vraiment pas de crainte, hein. On peut accompagner aussi, parfois j'ai vu faire ça aussi et ça me semble intéressant. Pourquoi pas mettre la couche au fond du pot? Voilà, quand Ah oui. ça peut être aidant si l'enfant accepte, encore une fois. Ça peut aussi être, si l'enfant est d'accord le caca qui a été fait dans la couche, de le mettre dans le pot et qu'ensuite il aille le vider aux toilettes. On peut aussi accompagner comme ça. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais effectivement, c'est quand même autre chose que de lâcher dans la couche, avec ce sentiment de sécurité, avec des sensations qu'il connaît, et de lâcher dans le pot ou dans les toilettes. Dans les toilettes, c'est encore autre chose. Donc, ça prend du temps et c'est normal, et c'est important de pouvoir lui permettre de faire dans cette couche. Je reviens à la question sur les jeux. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manipulation de la matière, comme la pâte à modeler, la pâte à sel, des choses comme ça. Cette manipulation de matière, eh bien, elle peut aussi, finalement, chez l'enfant, symboliser le boudin fécal, tout simplement. Alors, l'idée, c'est pas de lui faire des petits cacas, hein, c'est pas du tout ça l'idée, que l'enfant puisse manipuler et symboliser comme il symboliserait avec une poupée, par exemple, et puis de expérimenter la manipulation de la matière comme il le ressent, oui. D'accord. Tu parlais tout à l'heure effectivement de l'entrée à l'école qui pouvait être un petit peu insécurisante pour l'enfant, et puis que le fait que jusqu'à présent, ça y est, il n'avait plus de couches, on était tous très fiers, lui était très fier, et puis face à cette pression de l'école, crac, un pipi, un caca, enfin peu importe. Est-ce que l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur peut avoir aussi les mêmes conséquences? Est-ce qu'il peut y avoir une régression suite à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur? Alors, c'est possible, mais pas systématique. Voilà, D'accord. pas systématique. Effectivement, l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, eh bien, va changer les repères de l'enfant. Ça va changer la disponibilité du parent. Hein. Et donc, l'enfant va aussi bien percevoir la prise en soin qui sera différente avec le bébé. Parfois, ce qui se passe aussi, c'est qu'à l'arrivée d'un deuxième, dans les yeux du parent, eh bien, l'aîné apparaît soudainement comme étant très grand.
hein. Mais là, pour le coup, c'est le regard de l'adulte, donc c'est important euh, euh, de permettre à l'enfant de grandir tout en ayant... enfin, l'idée, c'est qu'ils ne deviennent pas grands du jour au lendemain, quoi. C'est un processus et donc effectivement toute cette nouvelle acquisition d'autonomie, ça nécessite eh bien, des temps précieux, hein, des temps où finalement on va déplacer ces temps de maternage autour du change vers d'autres temps. Finalement, l'enfant ne va rien perdre en étant autonome, puisqu'il gardera toujours la disponibilité du parent, hein, et il gardera toujours ces temps précieux que peuvent représenter le temps du change. Donc, sauf que ça se fera autrement et pas autour du change. Voilà. Et donc, effectivement, l'arrivée de fratrie, c'est les mêmes enjeux qui se passent aussi. Ça veut dire que l'enfant va acquérir une autre place, une nouvelle autonomie. Et c'est des moments où, effectivement, l'enfant aura besoin aussi de temps précieux. Voilà. Mais régression possible, mais pas systématique. Alors, on s'était dit, Alice, qu'on ferait un petit point sur la continence nocturne. Alors, effectivement, j'ai bien en tête que tu disais que pour certains enfants, le jour, la nuit, ça peut être quasiment immédiat. Pour d'autres, ça peut être un petit peu plus long. Comment on accompagne l'enfant sur ce temps de nuit? Alors, effectivement, bien souvent, la continence nocturne arrive sur une seconde étape, hein. Encore une fois, c'est important de ne pas brusquer les choses, de faire en fonction du rythme de l'enfant. Chaque enfant est différent. Il n'y a pas c'est pas parce qu'il aura acquis très tôt qu'il il sera plus performant, hein. Ça, c'est vraiment important. L'important, c'est pas tant le délai mis pour acquérir cette maîtrise, mais la manière dont il l'acquiert, donc et l'estime qu'il pourra en tirer de lui. Voilà. Donc c'est important de faire confiance à l'enfant, encore une fois, et de l'observer. Et l'observer, ça pourra être observé, alors déjà sur les temps de sieste, est-ce que la couche est sèche au terme de la sieste? Voilà. Et effectivement, dans la mesure où elle est sèche sur 2-3 siestes, on peut lui proposer de retirer la couche s'il le souhaite. Si ça le rassure, pas de problème. À un moment donné, de toute manière, il demandera à ne plus l'avoir, hein. Et malgré tout, quand bien même il la garderait, hein, et qu'elle est sèche, il est dans la maîtrise. C'est juste que dans un premier temps, ça le rassure. Pour la nuit, c'est pareil. Si l'enfant demande à ne pas mettre de couche, c'est important d'être à l'écoute, de lui faire confiance. Peut-être qu'effectivement, le lendemain, il y aura un incident. C'est important à ce moment-là de préserver l'estime de lui-même et de pouvoir dédramatiser. Bah, tu as essayé, et puis même le valoriser. Bah, dis donc, tu as essayé, hein. Bravo d'avoir essayé. Bah oui, il y a un petit pipi, c'est des choses qui arrivent, hein. Et puis de garder confiance en soi en tant que parent. Parce qu'effectivement, quand on entend parfois l'entourage, ah bah oui, mais moi, il était propre à tel âge, et puis moi à tel âge. Bah, finalement, c'est aussi le parent qui perd confiance, hein. Donc là, pour le coup, c'est vraiment important de ne pas comparer. Chaque enfant est différent. Il y a aussi des facteurs génétiques par rapport à la continence nocturne. Il y a des terrains familiaux. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Et encore une fois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le temps nécessaire pour parcourir un chemin qui est important, mais bien la manière dont on parcourt ce chemin. Voilà. Oh ben, écoute, Alice, je pense qu'on va repartir avec ça parce que je vois le temps qui file et je pense que tu nous as donné de précieux conseils. Et surtout, surtout en tant que parent, je crois que ce que je retiendrai, c'est qu'on s'enlève toute cette pression et qu'il faut accompagner l'enfant pour qu'il aille à son rythme. Est-ce que c'est Effectivement, bien c'est ça? très important. Voilà, si on peut résumer, c'est vraiment ce qui serait intéressant de retenir. Voilà. Oui. J'ai envie d'aller un peu plus loin, dans la mesure où on se sent en difficulté. Surtout, c'est important de ne pas rester seul. Voilà. Quand on sent que vraiment c'est trop de stress, trop de pression, qu'on a du mal à lâcher prise, parce que dans l'accompagnement, ça c'est un facteur important, que le parent puisse lâcher prise, parce que la maîtrise
elle n'appartient pas aux parents ou à l'adulte qui l'accompagne, mais bien à l'enfant. Et donc, quand on sent qu'on est un petit peu en difficulté dans ce lâcher-prise, c'est important de ne pas rester seul et de pouvoir trouver un professionnel qui puisse accompagner le parent. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les conseils d'Alice Gioberti sur notre site www.institut-parentalité.fr dans la rubrique ressources pause-parents de notre site internet. Et vous pouvez retrouver en chair et en os Alice Gioberti sur notre site de l'Institut de la parentalité de Paris-Sénart. Vous pouvez également consulter nos experts sur le site de Bordeaux-Floirac. Pour cela, il vous suffit d'appeler les numéros qui apparaissent en bas de votre écran. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Merci encore, Alice. Merci, Christelle. Au revoir. Au revoir.